Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au premier cours de pathologie cardiovasculaire et qui concernera l'insuffisance mitrale et une valvulopathie mitrale. Alors, comme vous le savez tous, les pathologies valvulaires sont une grande entité de la pathologie cardiovasculaire et une entité de très grande importance. C'est très fréquent, surtout les valvulopathies mitrales par rapport aux valvulopathies aortiques. Donc, tout d'abord, on doit définir c'est quoi cette insuffisance mitrale. Donc, le nom est composé de deux parties, insuffisance et mitrale. Mitrale, donc ça concernera la valve mitrale, qui réunit l'oreillette gauche au ventricule gauche. Insuffisance, ça veut dire un défaut de la fonction de la valve mitrale. Et c'est quoi la fonction de la valve mitrale? C'est de garder l'étanchéité au cours de la systole. Donc la systole cardiaque, elle se fait comment? C'est une contraction du ventricule gauche qui a comme but d'éjecter le sang du ventricule gauche vers l'aorte. Et pour que cela soit possible, l'ouverture entre le ventricule gauche et l'oreillette gauche doit être fermée. Par quoi? Par la valve mitrale. Alors en cas de défaut de fermeture de cette valve, et donc de défaut d'étanchéité de cette valve, la contraction systolique du ventricule gauche va faire que le sang sera éjecté dans l'aorte et en même temps, il va régurgiter dans l'oreillette gauche. Et donc, on aura un reflux anormal du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche au cours de la systole. Alors, l'appareil valvulaire, la valvaire mitrale, il comprend, donc anatomiquement parlant, les deux feuillets valvaires, l'âme mitrale et l'appareil sous-valvaire mitral. Voilà les quatre valves du cœur, avec ici c'est la valve mitrale, ici c'est la valve tricuspide, ça c'est la valve aortique et ça c'est la valve pulmonaire. Donc la valve mitrale, on peut clairement voir qu'elle est composée de deux feuillets, donc une grande qui est antérieure, une petite qui est postérieure. Évidemment, l'orientation des schémas, ça c'est l'antérieur et ça c'est le postérieur, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. Donc on a une grande valve qui est antérieure et une petite valve qui est postérieure, avec deux commissures au niveau de deux points d'union entre les valves. Alors si on prend la valve mitrale seule, donc là on a la valvule antérieure, on a la cuspide antérieure, et ça c'est la postérieure, et on voit qu'elle est liée à un appareil sous-valvaire, qui est fait de quoi? D'un cordage, qui lie les valves, bien les cuspides, aux piliers valvaires. Alors le rôle de ces piliers c'est quoi? C'est tout simplement de contrôler l'ouverture et la fermeture de cette valve. Les cordes vont tirer sur les valves pour qu'elles s'ouvrent, et ils vont la libérer pour qu'elle se ferme. Après, on a l'anneau mitral, et c'est ça. C'est tout simplement l'ouverture où se situe la valve. Donc, en gros, c'est ça l'appareil valvulaire. Alors, comment est-ce qu'on va avoir une insuffisance mitrale? Alors, on a deux situations. Soit j'ai une insuffisance mitrale excentrée, ou bien une insuffisance mitrale centrale. Qu'est-ce que cela veut dire? L'insuffisance mitrale excentrée, ça veut dire que le manque d'étanchéité est dévié par rapport au centre de la valve. Et c'est le cas quand, par exemple, en cas d'un prolapsus valvaire de la valve mitrale, et ce qui est le cas ici. Là, j'ai mes deux valves, mes deux cuspides, et j'ai un passage de sang qui est excentré. La deuxième situation, c'est l'insuffisance mitrale centrale. Et c'est le cas où j'ai une dilatation diffuse et homogène de tout mon anneau mitral. Tout cet anneau-là est dilaté. Du coup, même si la valve se ferme correctement,
même si la valvule antérieure et la valvule postérieure se ferment correctement, il y aura toujours un manque d'étanchéité centrale et le sang va passer vers l'oreillette gauche. Alors les mécanismes de cette fuite sont classés par la classification de Carpentier et on a 3 grands types. Le premier type, c'est le type où la mobilité valvulaire est normale. Donc, la valve s'ouvre et se ferme normalement. On n'a pas un problème de cordage ou quoi que ce soit. Le deuxième type, c'est la mobilité valvulaire exagérée. C'est que la valve, elle est trop mobile. Donc, quand elle doit être fermée, les cuspides sont anormalement mobiles. On va voir comment. Le troisième type, c'est la mobilité valvulaire réduite. C'est quoi la mobilité valvulaire réduite? Ça veut dire que la fermeture ne se fait pas. Et après que j'ai l'ouverture de cette valve, et normalement l'ouverture doit être suivie d'une fermeture. Et c'est quoi la fermeture? C'est le retour des cuspides à leur situation anatomique initiale. Ce retour-là ne se produit pas. La mobilité valvulaire, elle est réduite. Elle reste coincée en bas et elle reste ouverte. Alors voilà, ça, j'ai une valve normale, fermée avec les cordages et les piliers. Là, j'ai une insuffisance mitrale type 1. Pourquoi? Parce que les deux valves sont dans leur situation normale, anatomiquement normale. Le cordage est normal. Les piliers sont normaux. Le trouble se situe où? Se situe dans l'anneau qui est dilaté. Donc, une dilatation de l'anneau est responsable d'une insuffisance mitrale type 1. Le deuxième cas, c'est qu'on peut avoir une valve mitrale comme ça, avec une perforation ici par exemple. Et la mobilité de cette cuspide est normale, il y a juste un trou, dû à telle ou telle étiologie. Cette situation-là est également incluse le type 1. Alors le type 2, c'est ça. Le type 2, c'est en cas d'hypermobilité valvulaire. Vous voyez ça, c'est la valvule normale, la cuspide normale. Et ça, c'est la cuspide qui est anormale. En principe, elle devait être là. Mais là, sa mobilité, elle est exagérée. Elle dépasse sa situation anatomique. Ça peut être le cas du prolapsus valvulaire, ou la même de la rupture des cordages. Dans cette deuxième situation, donc dans le type 2, comment va se passer cette fuite? Tout simplement, lors de la contraction du ventricule gauche, la pression et la force de contraction va vaincre cette cuspide-là et la mobiliser vers le haut, et donc le sang va passer par là. Le troisième type, c'est en cas de appareil valvulaire avec une mobilité réduite. Là, toujours, j'ai une cuspide qui est normale, avec un cordage qui est normal et un pilier qui est normal. Ça, j'ai une cuspide qui est tirée vers le bas. Par son cordage, ou par son pilier, à n'importe quel mécanisme. J'ai une valvule qui est rétractée. Donc, soit j'ai un problème au niveau de la valvule elle-même, qui est rétractée, qui est anormale, et c'est le cas de certaines pathologies qu'on va voir les étiologies, soit que j'ai un problème au niveau du cordage, et c'est le cordage qui est rétracté, ou là c'est le pilier qui est rétracté. Donc, c'est ça pour les mécanismes. Alors, les étiologies, on va citer les grandes étiologies, et puis on va les classer en étiologie aiguë et étiologie chronique. Le plus grand, la plus grande étiologie chronique de l'insuffisance mitrale, c'est le RAA, c'est le rhumatisme articulaire aigu, qui est un état d'inflammation et le tissu cardiaque, surtout le tissu valvulaire, qui va être responsable d'un remaniement valvulaire et d'une rétraction valvulaire au long cours. Heureusement, il est devenu rare maintenant parce que maintenant on prend en charge le rhumatisme articulaire aigu d'une phase précoce et donc on n'arrive pas jusqu'à développer une insuffisance mitrale ou un rétrécissement mitral. En fait, le RAA il est plus souvent responsable de RM que de IM, mais il peut être responsable d'IM également.
Alors, l'insuffisance mitrale sur l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse, comme son nom l'indique, c'est une inflammation de l'endocarde. L'endocarde, c'est la touche la plus interne du tissu cardiaque et c'est la couche qui forme l'appareil valvulaire également. Donc, une inflammation de cet appareil valvulaire sera responsable d'une valve qui sera déchiquetée de très très mauvaise qualité. C'est comme si on a une infection cutanée qui est en train de ronger le tissu cutané et de le perforer et de le détériorer. Je pense que j'ai une image. Voilà, ça, c'est une valve qui est atteinte d'endocardite infectieuse, c'est schématisé, mais c'est vraiment proche à ça la réalité, c'est que la valve, elle est toute parcourue de lésions abcédées, c'est vraiment une infection. Après, on a l'IM dystrophique, c'est des maladies dégénératives qui détériorent la qualité de l'endocardite par une atteinte du tissu conjonctif ou là, sur le plan microscopique, c'est une dégénérescence microscopique. C'est pas très fréquent. Alors là, on a une autre étiologie qui est très importante. Alors, gardez en tête une notion. Donc, les valvulopathies, on a le rétrécissement et on a les insuffisances. Ça, on le sait. Il faut savoir qu'au rétrécissement, on ne peut pas avoir un rétrécissement aigu. Parce que le rétrécissement, c'est une rétraction de la valve qui ne s'ouvre plus. Vraiment, donc, on ne peut pas avoir un mécanisme pareil qui se forme dans 2 à 3 heures. Donc, les rétrécissements sont chroniques. Les insuffisances, par contre, ils peuvent être chroniques comme ils peuvent être aigus, que ce soit pour l'insuffisance mitrale comme l'insuffisance aortique. Et c'est l'état aigu qui est bien sûr dangereux, parce que tout simplement l'état aigu ne donne pas la chance au cœur de compenser et de s'adapter à cet état pathologique-là. Donc, une des étiologies de l'insuffisance mitrale aiguë, c'est l'ischémie. Ça, il faut vraiment faire très attention. Donc, si on a un patient avec un IDM, et si on ausculte, on trouve un souffle, il faut vraiment penser que ce patient-là, il a fait une insuffisance mitrale. Par quel mécanisme? C'est tout simplement qu'il a ischémié son muscle, et le muscle qui est les piliers des valves, et ces piliers des valves-là sont ischémiés également, et ils vont plus faire leur fonction. On aura une rupture des cordages, et donc on aura une insuffisance mitrale type 2. Puis, on a l'insuffisance mitrale fonctionnelle des cardiomyopathies dilatées. C'est quoi les cardiomyopathies dilatées? C'est tout simplement des cardiomyopathies où le cœur est dilaté. C'est vraiment comme son nom l'indique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un VG qui est dilaté. Et si je dilate le VG, c'est que je dilate avec lui l'anneau valvulaire. Et si je dilate l'anneau valvulaire, je vais créer l'insuffisance mitrale de type 1, tout simplement, de Carpentier, ou bien c'est l'insuffisance mitrale centrale qu'on a vu tout à l'heure. Alors c'est là qu'on va les différencier entre aigu et chronique. Enfin, aigu, on a déjà l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse, c'est une affection aiguë, peut-être subaiguë, mais c'est moins fréquent. Donc l'endocardite infectieuse par mécanisme infectieux inflammatoire aigu, une absédation de la valve, voire même on peut avoir des abcès plus septum. Donc c'est une infection très dangereuse. Donc c'est peut-être responsable d'IM aigu. La rupture des piliers mitrales, par exemple, en cas de cardiopathie ischémique. La rupture de cordage, les pathologies dystrophiques. On peut avoir une IM tout simplement traumatique. Lors d'un trauma, par exemple, un trauma thoracique ouvert avec une plaie cardiaque. Cette plaie a rompu le cordage et ils sont responsables d'une IM aiguë. Pour les IM chroniques, c'est plutôt le RAA, tout ce qui est dystrophique, tout ce qui est dégénératif. La fonctionnelle également, les CMD. On a aussi les cardiomyopathies hypertrophiques obstructives. Cardiomyopathie hypertrophique obstructive, également, ce sera le même mécanisme de les dilater parce qu'on aura une hypertrophie de le VG avec une dilatation de l'anneau associée. Il y a aussi les atteintes congénitales, le syndrome de Marfan. Ou là, en cas de lupus, par exemple. Et il y a aussi d'autres étiologies, mais c'est vraiment pas très important. On peut avoir, par exemple, une IM congénitale
Donc, c'est juste un nouveau-né qui est un nourrisson, un nouveau-né qui est né avec une anomalie, l'appareil valvulaire de l'eau. Lors d'une maladie inflammatoire, ou sur une prothèse valvulaire mitrale, ça par contre c'est un peu plus fréquent. C'est des patients qui sont déjà traités pour une valvulopathie, que ce soit un RM ou un IM, par un remplacement valvulaire, un remplacement prothétique. On va d'ailleurs détailler après. Donc ce remplacement-là, cette prothèse-là, va se désinsérer. Et après, si elle se désinsère, c'est comme si on a la fuite de nouveau. Alors après, on va passer à la physiopathologie, qui est très 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 importante. On a la cardiologie, surtout les valvulopathies. La physiopathologie, la valvulopathie et l'insuffisance cardiaque. La physiopathologie est très importante parce que si vous comprenez cette physiopathologie, vous serez capable d'en déduire les symptômes et d'en déduire également les signes sur les ECG et les signes sur la radiothérapie. On va parler dans les deux situations, de l'insuffisance mitrale chronique et de l'insuffisance mitrale aiguë. Alors l'insuffisance mitrale chronique, vu que c'est chronique, on peut parler du stade initial, genre au début de cette insuffisance-là, et au stade avancé, après que cette insuffisance a traîné pendant plusieurs mois ou pendant plusieurs années. Alors initialement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement, dès que j'ai cette insuffisance mitrale, j'aurai un reflux du sang mais le ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Cette oreillette gauche va recevoir plus de sang qu'elle n'en est capable. Elle va recevoir du sang des veines pulmonaires provenant de la circulation pulmonaire et également recevoir le sang provenant du ventricule gauche lors de ce reflux-là. Et donc la réponse à ça, c'est simple, elle va se dilater. Donc le volume de l'oreillette gauche sera amélioré. Pourquoi elle va augmenter ça? Pourquoi elle va se dilater? C'est tout simplement pour amortir les différences de pression, pour ne pas faire augmenter la pression. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la courbe volume-pression, de la contractilité, de la contraction cardiaque. Donc il faut juste savoir si on a une augmentation de le volume, en principe on doit y avoir avec une augmentation de la pression. Mais si je veux atténuer cette augmentation de la pression, je vais dilater l'oreillette et donc le liquide, le sang, sera soumis à une moindre pression. Ça, c'est logique. Alors, au stade avancé, après que cette oreillette s'est dilatée et ne peut plus se dilater davantage, et j'ai toujours cette fuite qui augmente et qui s'aggrave, j'ai toujours ce reflux qui est en train d'augmenter davantage. Donc, à ce moment-là, la pression au niveau des oreillettes gauche va augmenter. On n'est plus dans la situation où on a dilaté l'oreillette gauche pour amortir cette augmentation de pression. Là, non, la pression va augmenter. Et si je mets le schéma de la circulation sanguine en général, on a ici le cœur, avec la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Là, j'ai l'oreillette gauche qui reçoit les veines pulmonaires. Yep. Et donc, moi, j'ai l'oreillette gauche qui, avec une insuffisance mitrale qui a traîné pendant longtemps, cette oreillette gauche-là, on aura une augmentation de son volume initialement, et puis à un stade avancé, on aura une augmentation de la pression. Cette augmentation de la pression va migrer vers la circulation pulmonaire, et donc j'aurai une augmentation de la pression là, puis dans les veines, et puis dans les capillaires pulmonaires, et puis dans l'artère pulmonaire, jusqu'à être responsable d'une HTAP. Une hypertension de l'artère pulmonaire. Et après l'HTAP, on peut avoir même un retentissement sur les cavités droites. Là, il faut garder ça en tête. Les cardiopathies gauches, toutes les cardiopathies gauches, vraiment toutes, auront tôt ou tard un retentissement sur le corps droit. Tôt ou tard, on aura un retentissement sur le corps droit. Et c'est ça le mécanisme. C'est l'augmentation de pression qui va migrer progressivement des veines vers les capillaires, vers l'artère et vers les cavités droites. Ça, c'est en amont de l'insuffisance mitrale et donc c'est au niveau de l'oreillette. Qu'est-ce qui va arriver en aval, et donc au niveau du ventricule gauche? Alors, on a dit qu'il y a du sang qui reflue du ventricule gauche vers l'oreillette. Et donc, durant la prochaine diastole, qu'est-ce qui va y arriver?
Le ventricule gauche, il va recevoir en même temps le sang de l'oreillette gauche qu'il a reçu des veines pulmonaires et en même temps le sang qui a été régurgité. Et donc, il va avoir une précharge augmentée. C'est quoi la précharge? C'est le volume avec lequel se remplit le cœur. Bien. Donc, on aura une précharge de l'EVG qui est augmentée. Ça peut être responsable également d'une dilatation du VG pour éventuellement amortir les différences de pression. C'est toujours le même but. On est d'accord. Par contre, en systole, ça c'est très important. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre valvulopathie aortique et mitrale. C'est le truc de post-charge. Alors, qu'est-ce qui va arriver en systole? Le cœur va se contracter et ce cœur-là, dans l'état normal, il a une seule porte et à travers cette porte, il éjecte son sang. En cas d'insuffisance mitrale, et là, il a deux portes. La porte mitrale et la porte aortique. Donc, il va se vider de son sang tranquillement. Et donc, la post-charge sera normale, voire même diminuée. Ça veut dire la pression et la résistance que le cœur doit vaincre pour éjecter son sang est normale, comme la situation normale, parce que la valve aortique est intacte, comme elle peut être diminuée carrément parce que le cœur a deux portes où injecter. Il a deux cavités où injecter. Il a l'aorte et il a l'oreillette gauche. Donc, la résistance va être moindre. Alors, au stade avancé, on aura une altération de la fonction du VG. Comment ça? C'est tout simplement, c'est le même mécanisme de logique de tout à l'heure. On aura un VG qui va se dilater jusqu'à ce qu'il ne peut plus se dilater. Et quand on ne peut plus se dilater, la pression au sein du VG va augmenter. Et si tu es soumis à une pression qui est augmentée, tu n'arriveras pas à se contracter correctement et tu n'arriveras pas à éjecter ton sang correctement. Donc c'est ça le mécanisme de la fonction systolique du VG qui sera altérée et on aura une dysfonction de l'EVG et c'est ça, à partir de ça on va avoir les manifestations de l'insuffisance cardiaque gauche, à savoir l'OAP. Par contre en IM aigu, qu'est-ce qui se passe? Le cœur n'a pas le temps de s'adapter, il n'a pas le temps de compenser cette fuite-là. Et donc, le cœur était tranquille, et puis, hop, il y a une fuite. Et fréquemment, c'est une fuite qui est importante. Et donc, l'OG, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va recevoir beaucoup de sang, et elle n'a pas comme se dilater pour recevoir tout ça. Et donc, on aura une augmentation du volume et une augmentation de pression qui sont très très rapides. Et donc, ce cycle duquel j'ai parlé tout à l'heure, il va être fait très très rapidement. Et j'aurai l'installation d'un OAP très très rapidement. J'ai déjà expliqué le mécanisme de l'OAP dans la vidéo précédente, mais je peux le refaire. Tout simplement, l'OAP, c'est la sortie de le liquide, même le secteur vasculaire, vers le secteur interstitiel et alvéolaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, les déplacements de l'eau d'un secteur vers l'autre sont régnés par deux pressions, la pression oncotique qui retient le sang dans le vaisseau et la pression hydrostatique qui essaie de faire sortir cette eau-là. Et la pression hydrostatique, il y a la pression de la définition usuelle des canarfos, genre la pression générée par le cœur, la pression la tension artérielle. Donc si j'ai une augmentation de la pression ici, c'est une augmentation de la pression hydrostatique tout au long des veines pulmonaires et puis au niveau des capillaires pulmonaires et ils vont vaincre la pression oncotique qui est générée par le capital protidique du patient. Donc la protidémie ou le contenu de le sang en protide. C'est lui qui génère avec la pression oncotique qui retient l'eau dans le vaisseau. Et donc, quand j'ai une augmentation de la pression hydrostatique, qui est en principe toujours en équilibre avec l'oncotique, c'est pour ça qu'on a un volume sanguin et un volume interstitiel qui sont stables, j'aurai une sortie de l'eau dans les vaisseaux vers l'interstitiel et j'aurai la formation de l'OAP, qui est une très grande urgence médicale. En aval, la pression du VG va augmenter brutalement. C'est comme tout à l'heure, il n'a pas le temps de se dilater et puis d'augmenter sa pression, et donc ça donnera également immédiatement la dysfonction de l'OVG, par le même mécanisme. Alors là, on passe au tableau clinique.
Alors, tout simplement, au tableau clinique, les signes fonctionnels que va présenter votre patient, c'est la dyspnée. C'est la dyspnée qui est au départ à l'effort et puis elle sera au repos. Donc, c'est une dyspnée qui va s'aggraver. Voire même avec une installation de l'orthopnée. Si j'ai l'installation d'orthopnée, je me dis déjà que mon patient est en train d'installer un OAP. Ce que c'est soit on est devant une IM qui est aiguë, soit nous sommes devant une IM chronique qui a traîné, qui est sévère et qui est très importante. L'asthénie et la fatigabilité. Bon. Alors là, les complications. Donc, les complications, bien sûr, l'œdème pulmonaire, et on a expliqué comment et pourquoi. Puis, on a la fibrillation auriculaire. Alors là, je vais expliquer le mécanisme de la fibrillation auriculaire, surtout les pathologies valvulaires. Alors, à quoi elle est due cette fibrillation auriculaire? Elle est due tout simplement à la dilatation de l'oreillette. Donc, l'oreillette, elle est faite d'un tissu musculaire fin, avec des fibres musculaires. C'est des fibres musculaires striées. Et entre eux, il y a le tissu conjonctif normal. Alors, si on dilate cette oreillette gauche-là, c'est que je suis en train d'éloigner les fibres musculaires entre eux. Et donc, je suis en train de créer des espaces vides entre les fibres musculaires. C'est logique. Ces espaces vides, ils seront occupés par de la fibrose. C'est ça le mécanisme. On aura une fibrose qui va venir occuper les espaces vides là. Et la fibrose est responsable de la création de foyers ectopiques. Et c'est quoi un foyer ectopique? C'est un foyer qui va générer des signaux électriques qui vont déclencher une contraction auriculaire. Donc, le cœur qui auparavant respectait le système cardio-lecteur avec un pacemaker, le nœud sino-atrial qui lance le signal électrique qui était reçu par l'atrioventriculaire et puis diffusé par les faisceaux de His et le réseau de Purkinje. Là, non. Là, il y a plusieurs foyers qui envoient ce signal électrique. Et donc, l'oreillette, elle est perdue devant tout ça. À qui elle doit répondre, à qui elle doit respecter, Et donc, j'aurai plusieurs contractions inefficaces au lieu d'une seule contraction efficace. Et c'est comme ça que ça se crée la fibrillation auriculaire. Après, on a l'endocardiite infectieuse. Bien sûr, si on a un tissu valvulaire qui est délétère, ça veut dire que c'est un tissu cardiaque qui est pathogène, qui n'est pas sain. Et tout tissu cardiaque pathogène est sujet à développer une infection et une inflammation lors d'une septicémie, et c'est l'endocardite infectieuse. On peut également la découvrir lors d'un examen systématique. C'est un patient qui s'est présenté aux urgences, là, chez vous, dans votre cabinet, ou là, le service, le fibre et tout, et lors de votre examen général, où vous faites un examen cardiovasculaire et un examen pulmonaire, vous trouvez fortuitement un souffle. Vous avez ausculté votre cœur, vous avez ausculté votre foyer mitral, et vous trouvez le souffle de l'insuffisance mitrale. Et donc ça, c'est un patient qui ne présentait pas de signe d'insuffisance mitrale et que tu dois découvrir fortuitement. Alors, un examen physique. Alors, tout d'abord, l'examen, c'est inspection, palpation, auscultation, percussion. Donc, pour l'examen cardiovasculaire, on ne fait pas de percussion. Donc, tout d'abord, l'inspection, tu vois. Moi, j'ai un choc de pointe ou j'ai un signe de Harzer ou la chihala. Et puis, la palpation, tu vas palper ce choc de pointe. Et en principe, tu dois le palper vers la partie scléphoïde. Là, il sera dévié en bas et à gauche, dû à la dilatation de votre ventricule gauche. Déjà, le choc de pointe, c'est quoi? C'est quand vous posez votre main sur le cœur du patient, vous allez sentir des battements. C'est comme un coup. Et ça témoigne de la contraction cardiaque. Alors, si j'ai une dilatation du VG, on sait tous que la contraction du VG elle est beaucoup plus puissante, et c'est la contraction du VG qu'on sent en fait. Et donc, si j'ai une dilatation du VG et le VG il est situé anatomiquement dans la partie inférieure et gauche du cœur, on aura une déviation de ce choc de pointe vers la partie gauche et en bas. C'est simplement ça. Après vient l'auscultation cardiaque qui est une étape incontournable de l'examen cardiovasculaire. Tout d'abord, tout simplement, on aura un souffle systolique de régurgitation. Alors là,
Les souffles, je vais les expliquer le cours de sémiologie, mais juste un bref rappel. Les souffles, c'est quoi? C'est un passage anormal de sang vers un sens anormal. Soit qu'il est en train de refluer, yeah, et c'est les souffles de regurgitation, c'est le cas de l'insuffisance aortique et de l'insuffisance mitrale, soit qu'on est en train d'avoir un obstacle au passage de ce sang, et c'est le cas de RAO, donc le rétrécissement aortique et le rétrécissement mitral, et ce sont des souffles d'éjection. Alors, souffle systolique et diastolique, c'est tout simplement, il faut se rappeler de la physiologie cardiaque et comment le cœur se contracte. Ben, on sait que le cœur se contracte en diastole-systole. Donc, au cours de la diastole, quelles sont les valves qui doivent être ouvertes? C'est la valve mitrale et la valve tricuspide. Et quelles sont les valves qui doivent être fermées? C'est la valve aortique et la valve pulmonaire. Donc, si j'ai un souffle diastolique, yeah, c'est que j'ai un défaut, soit c'est que la valve mitrale qui doit être ouverte ne l'est pas, et c'est le cas de l'RM, soit c'est la valve aortique qui doit être fermée et elle ne l'est pas, et c'est l'insuffisance aortique. Elle sera responsable d'un souffle diastolique. Après, on raisonne sur la systole. Qu'est-ce qui doit être fermé, qu'est-ce qui doit être ouvert? Au niveau de la systole, c'est les valves aortiques et pulmonaires qui doivent être ouvertes. Et c'est les valves mitrales et tricuspides qui doivent être fermées. Et donc, si j'ai un souffle systolique, c'est soit que j'ai la valve mitrale qui en principe elle doit être fermée, elle est ouverte. C'est le cas de l'insuffisance mitrale. Soit que la valve aortique qui doit être ouverte, elle est fermée. Et c'est le rétrécissement aortique. C'est tout simplement ça. Alors, ce souffle-là, il est holosystolique. C'est quoi holosystolique? C'est qu'il occupe toute la systole. Pourquoi? Parce que tout simplement, la fuite existe, mais le début de la systole jusqu'à la fin de la systole. Des cas, on peut avoir le souffle uniquement en mésotélédiastolique, ça veut dire uniquement en milieu et à la fin de la systole, et c'est le cas du prolapsus, parce que c'est en fin de cette contraction et en pleine contraction et force de contraction que la cuspide prolabée est vaincue et qu'elle se mobilise. C'est pour ça qu'on aura le souffle jusqu'au milieu ou à la fin de la systole. Le siège, bien sûr, ça va siéger au niveau du foyer mitral et il irradie à l'aisselle. Et comme tous les souffles de régurgitation, ce sont des souffles qui sont humés, ce sont des souffles qui sont doux, c'est pas des souffles qui sont bruyants et forts. Contrairement aux souffles d'éjection. Toujours dans l'auscultation cardiaque, en cas d'HTAP et donc en cas d'IM avancé, on peut avoir un éclat du B2 pulmonaire. C'est quoi le B2? On sait le B1, c'est le bruit de la fermeture des valves mitrales et tricuspides, et le B2, c'est le bruit de la fermeture des valves aortiques et pulmonaires. Alors si j'ai une HTAP, c'est que j'ai une tension très importante et ça va être responsable d'un éclat de la fermeture de la valve pulmonaire. Je peux avoir également un souffle systolique de fuite tricuspide. Pourquoi? Parce que tout simplement on a dit que les cardiopathies gauche retentissent sur le cœur droit, et ce retentissement-là va se manifester par une dilatation de la cavité droite et par le même mécanisme, une dilatation de l'anneau tricuspide, et donc ça va créer une fuite. Le reste de l'examen, il faut toujours rechercher les signes d'insuffisance cardiaque parce que ça oriente le traitement, ça oriente la prise en charge. Donc les signes d'insuffisance cardiaque gauche, on sait tous que c'est l'OAP, donc on doit rechercher les grâles crépitants et également le bruit des galops gauche qui témoigne de l'insuffisance cardiaque gauche. L'insuffisance cardiaque droite, par le même mécanisme qu'on dit une insuffisance d'un cœur qui ne se contracte pas bien, et donc on aura une augmentation de la pression en amont, et donc au niveau veineux, et donc la pression hydrostatique va augmenter au niveau veineux, et j'aurai toutes les conséquences de l'augmentation de la pression, à savoir les éteintes des membres inférieurs, l'acide, les pathologies qui ont l'accordéon, qui est variable d'un jour à l'autre, la turgescence de la veine jugulaire et le reflux pathologique. Tout ça, c'est des signes de l'insuffisance cardiaque droite.
Après, on complète notre examen, on va palper les pouls périphériques et surtout, il faut rechercher des signes orientateurs de l'étiologie. Surtout les signes de l'endocardite infectieuse et de le RAA. Les signes d'endocardite infectieuse, déjà, vous avez les signes cutanés, donc les papules, le paranarite d'Osler ou nada. Et puis, on a les taches rétiniennes. Il y a plusieurs signes de l'endocardite infectieuse. Aussi, on dit, il faut rechercher un foyer infectieux. Est-ce que j'ai un abcès dentaire? Il faut toujours faire attention à l'appareil dentaire de les patients. Donc, ce qu'on dit, une pointe d'entrée infectieuse dentaire, le cutanée, le urinaire. Donc, il faut faire un bon examen pour rechercher un foyer infectieux. On va rechercher les signes de l'ERA, tout simplement. Savoir les angines. Alors, sur le CG, donc, tu peux avoir soit un rythme régulier sinusal, et donc, j'ai toujours pas développé de troubles de rythme. L'insuffisance mitrale n'a toujours pas donné de troubles de rythme, ou je peux avoir un rythme d'ACFA. Un rythme complet par fibrillation auriculaire. Donc, c'est la fibrillation auriculaire. Comment on fait la différence? Tout simplement, l'ACFA, c'est la disparition de l'onde de P. On n'aura plus d'onde de P. Parce que c'est quoi l'onde de P dans le CL? C'est la contraction de l'oreillette. Et on a dit que la fibrillation auriculaire, on n'a pas de contraction de l'oreillette. On a des mini-contractions par multiples. Donc, on aura des trémulations sur la ligne isoélectrique qui témoignent de ces mini-contractions de l'oreillette. Mais on n'aura pas une onde de P bien individualisée. Également, ça aura une arythmie. Donc, le rythme n'est plus régulier. On n'aura pas une contraction chaque seconde, voilà, chaque 0,5 secondes. Non, on aura un rythme qui est irrégulier et ça se manifeste sur le CG par des QRS, une distance RR, donc entre l'onde R du premier QRS et l'onde R du QRS qui le suit, qui est variante. On va trouver 3 carreaux, puis 2 carreaux, puis 4 carreaux, et donc c'est un rythme qui est irrégulier. Après, on a l'aspect de l'HAG. Donc, l'HAG, c'est l'aspect zéro. On a dit que la lande de P, elle témoigne de la contraction de l'oreillette gauche. Alors, l'oreillette gauche, sa contraction, elle démarre où? Elle démarre au niveau du nœud sino-atrial, qui est anatomiquement situé au niveau de l'oreillette droite. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Quand j'ai une oreillette gauche qui est dilatée, qui est hypertrophiée, j'aurai mon signal qui démarre au niveau de l'oreillette droite va prendre beaucoup plus de temps pour se propager au niveau de l'oreillette gauche qu'en cas d'une oreillette gauche qui est normale. Et donc, j'aurai une oreillette P qui est lente. Normalement, l'onde de P ne doit pas dépasser 2,5 carreaux, alors que là, j'ai 4 carreaux l'onde de P. Là, ça c'est V1, et là, onde de 3. J'ai 3 carreaux et demi, voire 4 carreaux de l'onde de P. Et donc ça témoigne d'une hypertrophie auriculaire gauche. Là, l'aspect qu'on voit en V1, il faut savoir que l'électrode V1 qu'on pose sur le patient, c'est l'électrode le plus proche aux oreillettes. C'est pour ça qu'il est conseillé de voir l'onde de P en V1 et en D2. Ah voilà, ça c'est D2. C'est pas D3. Donc en V1 et en D2. L'aspect de l'onde de P en V1, il est biphasique. Pourquoi? On a une première partie qui correspond à la contraction de l'oreillette droite. Bien sûr, vu que l'oreillette droite, elle est plus proche, ou elle contient le nœud sino-atrial, elle va se contracter un peu plus rapidement que l'oreillette gauche. Donc, on aura une première contraction de l'oreillette droite, suivie par une deuxième contraction de l'oreillette gauche. Et en principe, c'est cet aspect biphasique-là, on doit avoir là la partie positive qui témoigne de l'oreillette droite égale à la partie négative qui témoigne de l'oreillette gauche. Alors que là, j'ai un aspect biphasique qui est important, et j'ai également une composante négative beaucoup plus importante. Un aspect biphasique, en principe, fréquemment, qu'est-ce qu'on voit V1? Vu que c'est très très rapide, la contraction de l'oreillette droite ou de l'oreillette gauche seront superposées. Et donc, même à l'aspect on peut ne pas l'avoir. Pour l'hypertrophie gauche, vraiment la contraction gauche prend beaucoup plus de temps, et c'est pour ça que c'est la contraction de l'oreillette gauche qui est plus marquée que l'onde de P par rapport à la contraction de l'oreillette droite. Il faut aussi faire attention à la notion.
L'ECG ne fait pas de différence entre dilatation et hypertrophie. On les appelle hypertrophie l'ECG, mais si on fait un coup de sang dans la ANETT pour voir, non, ça témoigne de la dilatation. On est d'accord. Mais l'ECG ne fait pas de différence. Oreillette dilatée, oreillette hypertrophie. Déjà, on n'a pas vraiment la notion d'une hypertrophie de l'oreillette, surtout que le ventricule. Une oreillette dilatée ou une oreillette hypertrophiée, ça, pour l'ECG, c'est la même chose. Donc, elle te donne le même aspect. La différence, tu vas la faire le TP. Donc, l'échocardiographie. Après, on peut avoir un aspect de l'HVG. L'HVG, là aussi, pareil. L'HVG sur l'ECG peut témoigner de la dilatation de l'VG, comme il peut témoigner de l'hypertrophie, véritablement une hypertrophie de l'VG. On n'aura pas tout simplement l'hypertrophie de l'VG pour l'insuffisance mitrale. L'hypertrophie, véritablement, le cœur qui est hypertrophié. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une post-charge qui est normale. Il a une post-charge qui est normale. Mon corps n'a pas pourquoi s'hypertrophier et ses muscles et devenir plus fort. On est d'accord. L'hypertrophie arrive là, la post-charge augmentée, à savoir l'ERA, ou rétrécissement aortique 1. On aura un corps qui est très très augmenté de le diamètre, l'épaisseur de les muscles, très hypertrophié. Alors là, comment on va voir l'hypertrophie de l'ECG? Tout simplement, il faut savoir, je vais l'expliquer plus l'ECG, une vidéo spéciale ECG, mais il faut savoir que V1, V2, l'onde S témoigne du VG, et l'onde R témoigne du VD. V5, V6, c'est l'inverse. Donc, ici en V1, l'onde S, elle est très 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 profonde. Et ici en V5, l'onde R est très 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 ample. Ça témoigne d'une hypertrophie. Déjà, de vue, vous pouvez voir que c'est hypertrophié. Si vous voulez calculer, vous pouvez calculer l'indice de Sokolov, le S en V1 ou en V2, plus le R en V5 plus en V6, ça doit être supérieur à 32. Mais juste de vue, le cas c'est vraiment une hypertrophie VG qui est très évidente, parce que j'ai une S très profonde là, et un R très profond là. Je vais prendre l'occasion pour vous montrer l'aspect biphasique de V1. Alors voilà. L'onde de P. En V1, elle est très bien individualisée. Maintenant, l'oreillette droite et l'oreillette gauche sont superposées. Donc maintenant, je vais dire l'aspect l'ishpna, comme ça. Vous pouvez voir la différence entre les deux. Je pense que c'est clair. Après, on peut avoir une HVD, mais c'est très tardivement. C'est après avoir le retentissement sur le cœur droit. Alors, on a dit que V1, V2, le R témoigne du ventricule droit et le S témoigne du ventricule gauche. Si on parle masse musculaire, on sait que le ventricule gauche est beaucoup plus musclé que le ventricule droit. Le muscle diagonal est beaucoup plus développé. Et donc, logiquement, je dois avoir une amplitude des l'onde S V1, V2 qui doit être plus importante que celle de l'onde R. Alors là, c'est inversé. Sauf l'onde R en V1 et l'onde R en V2, elle est beaucoup plus importante que l'onde S. Ça veut dire que mon ventricule droit, c'est hypertrophié, que c'est hypertrophié jusqu'à masquer l'onde S de le ventricule gauche d'IALI. Alors, je vois la différence entre le V1, V2 en cas de l'HVD et le V1, V2 quand j'ai un ventricule droit qui est normal. Le R est beaucoup plus petit par rapport au S. Après, pour la radio de poumon, déjà la cardiomégalie vu la dilatation. Puis on a un signe qui témoigne la dilatation de l'oreillette gauche qui est l'aspect en double contour. On peut le voir ici. Et là. On a l'impression qu'on a deux contours cardiaques. Donc ça c'est l'aspect en double contour. L'HVG, qu'est-ce que je vais voir dans la radio de l'HVG? C'est surtout la pointe du cœur. J'arrive plus à voir la pointe du cœur. Elle est en sous-diaphragmatique. J'arrive plus à voir une pointe du cœur qui est individualisée mqadda. Elle est en sous-diaphragmatique. Le fait qu'elle est en sous-diaphragmatique témoigne de l'HVG.
de la dilatation de ventricule. La surcharge vasculaire, oui, ça c'est très important parce que cette surcharge vasculaire, c'est ce qui m'oriente vers l'OAP. Et quand j'ai une surcharge vasculaire importante avec des reins crépitants, c'est que oui, je suis devant un OAP. C'est ça la surcharge vasculaire, c'est tout ces traits blancs qu'on voit là, c'est des vaisseaux. Après, on a le bouton aortique qui est là. On aura un petit bouton aortique tout simplement parce que le volume d'éjection systolique est un peu plus diminué et donc l'aorte va avoir un volume plus diminué que le normal. L'examen clé et l'examen de référence dans toutes les valvulopathies, c'est l'échocardiographie. Donc c'est l'écho transthoracique. L'écho transthoracique regarde les valvulopathies et pas uniquement l'insuffisance mitrale. Donc même pour vos examens, vous pouvez écrire ça et l'échocardiographie, elle permet de montrer le diagnostic positif en utilisant le Doppler. Je peux voir avec le reflux. Et d'ailleurs, on le voit là, le reflux, le VG vers l'oreillette gauche. Donc, elle pose le diagnostic positif, il quantifie cette insuffisance mitrale pour évaluer sa sévérité. Si j'ai un reflux important, c'est pas comme si j'ai un reflux qui est minime. Donc, il quantifie le reflux. Il donne également une idée sur la cause et le mécanisme de l'insuffisance dialytique. Est-ce qu'on va avoir un prolapsus? Est-ce qu'on aura un anneau qui est dilaté? Est-ce qu'on va voir des végétations qui vont témoigner de l'endocardite infectieuse? Est-ce qu'on va voir des lésions de rhumatisme articulaire aigu? Donc tout ça, l'échocardiographie peut être efficace pour montrer tout ça et avoir une orientation diagnostique. Également, on peut voir le retentissement d'LIM, la dilatation de l'OG, je peux la quantifier, dilatation de l'LVG également, l'HTAP, je peux également la calculer pour avoir des valeurs usuelles et pouvoir les classer pour la sévérité, pour voir si elle est trop sévère ou pas. Et bien sûr, j'ai la possibilité de calculer la fraction d'éjection de l'LVG. Quand je calcule la fraction d'éjection de l'LVG, c'est comme ça que je vais déterminer si j'ai une dysfonction VG ou pas. Donc, c'est ça pour les examens complémentaires importants. Après, on a d'autres examens. Par exemple, le mesure des échanges gazeux à l'effort qui témoigne de la tolérance à l'effort de l'insuffisance mitrale. Mais j'ai jamais vu ça être fait en pratique. Donc, je peux pas vous donner plus de l'examen. La ventrilographie isotopique, c'est tout simplement, on injecte un produit de contraste et je prends des images ventriculaires, systole, diastole et je peux calculer avec ça la fraction d'éjection, mais ça peut être réalisé également par l'écho. Donc, je ne vois pas trop l'ajout de la ventriculographie. Peut-être qu'il est plus sensible, qu'il est plus spécifique. Alors, la coronarographie, elle se fait dans deux situations. Déjà, pour les cas où l'insuffisance mitrale elle a été due à un accident ischémique, et donc la coro aura un objectif diagnostique, et une cartographie des lésions coronaires pour que ça a pallié à ces lésions. Yeah. Alors, deuxième situation, c'est dans le bilan préopératoire. Parce qu'on va traiter chirurgicalement cette valvulopathie. Et donc, chez les patients qui sont âgés de plus de 45 ans, avec au moins un facteur de risque cardiovasculaire. L'échocardiographie tridimensionnelle en 3D, ça va montrer l'appareil valvulaire en 3D. Et également, j'ai jamais vu faire ça dans l'hôpital. Alors, les complications, on a dit tout à l'heure l'angine infectieuse, bien sûr, parce qu'un tissu qui est de mauvaise qualité, un tissu qui est pathologique, va faire greffer des bactéries et développer des végétations septiques infectieuses lors d'une septicémie. Et c'est ça l'endocardite infectieuse, et on va la détailler sur le cours d'endocardite infectieuse. L'insuffisance cardiaque au long cours par la dysfonction du VG et après même la dysfonction du VD et avoir une insuffisance cardiaque globale. Les troubles de rythme, déjà les troubles de rythme auriculaires, c'est la fois. Et les troubles de rythme ventriculaire, on peut avoir des accès d'extrasystole et des accès de tachycardie. Les complications thromboemboliques, ça c'est le QE. Et ça c'est très très important, les complications thromboemboliques. Pourquoi? Parce que il risque
d'emporter le patient alors qu'on peut les prévenir. C'est tout simplement ce reflux de sang dans l'oreillette gauche et qui va stagner, surtout en cas d'ACFA. Et quand j'ai une ACFA, ça veut dire que la vidange auriculaire elle est d'une qualité moindre. Ce sang qui va stagner, un sang qui stagne, il coagule. C'est une règle d'or, un sang qui stagne, il coagule. Et s'il coagule, il développe un thrombus au sein de l'oreillette, et c'est pas ça le grand risque. Le grand risque, c'est ce thrombus-là, il va émettre des emboles. Et ces emboles vont passer vers le VG, et puis vers le ventre, vers l'aorte, et puis vers toutes les artères du corps que vous pouvez imaginer. Elle pourra être responsable d'AVC, très facilement d'AVC, d'ischémie de membre inférieur, d'infarctus rénal, d'insuffisance rénalienne aiguë, tout ce que vous voulez. Il peut migrer partout. Donc il faut vraiment faire très attention et prévenir les complications thromboemboliques par une anticoagulation efficace. On arrive finalement au traitement. Il faut tout d'abord indiquer le traitement médical. Le traitement médical fait deux parties. Les mesures hygiéno-diététiques que vous demandez à votre patient de respecter, à savoir un régime pauvre en sel. Pourquoi? Parce qu'un régime pauvre en sel évite d'avoir une hyperinflation, une hypervolémie qui sera fatigante pour le cœur, et que le cœur souffre déjà avec sa valvulopathie, on n'a pas plus à lui ajouter, pourquoi souffrir davantage. Et la deuxième partie du traitement médical, c'est le traitement des affections accompagnant cette insuffisance mitrale, à savoir les diurétiques et les vasodilatateurs. C'est le traitement de l'OAP, parce qu'au niveau, au cours de l'OAP, j'ai une surcharge vasculaire que je veux vider, et donc je vais donner des diurétiques pour faire ça, et je vais aussi faire une vasodilatation pour soulager le cœur, et diminuer la dysfonction VG. Les IEC, on peut donner également les IEC, ça fait partie du traitement de l'insuffisance cardiaque. Les antiarythmiques, qui s'attardent à cause des arythmies. Donc, en cas d'ACFA, je peux donner un antiarythmique comme l'amiodarone pour contrôler la lactalyse, voire même donner un bêta-bloquant et une ACFA très accélérée. Mais il faut faire attention à l'introduction des bêta-bloquants parce qu'ils ont plusieurs contre-indications qu'il faut éliminer, et que surtout l'introduction des bêta-bloquants nous pose dans une position difficile. Si le patient se trouve dans une situation où il bradycardise, on ne pourra pas arrêter les bêta-bloquants. Donc il faut vraiment faire attention avec les bêta-bloquants, parce que s'ils arrêtent les bêta-bloquants, il va décompenser sa cardiopathie. Les anticoagulants, c'est pour les ACFA valvulaires, donc les ACFA avec une insuffisance mitrale ou avec un rétrécissement mitral. Pour le rétrécissement mitral, c'est le plus fréquent, pour écarter les complications thromboemboliques, seulement l'insuffisance mitrale, mais il faut efficacement anticoaguler avec un début par des HBPN, une période de chevauchement avec des AVK, et puis il garde ses AVK. Avec bien sûr un contrôle de l'INR pour qu'il soit bien anticoagulé, ni hyper ni hypo. Après, j'ai le traitement chirurgical qui peut se faire soit par sténotomie médiale, et donc je vais ouvrir le thorax de mon patient, et c'est une intervention à cœur ouvert. Si j'ai une intervention à cœur ouvert, je dois obligatoirement mettre en place une circulation extracorporelle pour maintenir la circulation sanguine. Le temps opératoire, je suis en train de travailler sur la veine. Ça c'est clair. Ou là, par un traitement percutané, qui n'est pas aussi invasif, c'est comme le principe de la célio et de l'artériographie. On fait introduire un matériel et on travaille par des caméras. Alors, les traitements chirurgicaux qu'on a, on a la chirurgie conservatrice. Dans toute la médecine, dans toute la chirurgie, il faut savoir que la chirurgie conservatrice, c'est le gold standard. Ça veut dire quoi? Si j'ai un patient chez qui je peux faire un traitement conservateur, je n'hésite pas. Je dois garder les traitements radicaux et les traitements de remplacement et tout ça pour les patients chez qui les traitements conservateurs ne sont pas possibles. Sinon, je suis en train de nuire à mon patient. Si j'ai une chirurgie conservatrice qui est possible, tant mieux, on fait la chirurgie conservatrice et on garde au patient son appareil valvulaire à lui. Donc, la chirurgie conservatrice, on a la plastie mitrale. Donc, la plastie mitrale, c'est quand l'appareil valvulaire le permet. Ça veut dire que
j'ai pas un remaniement ou là, une rétraction très importante de les valves, mais c'est plutôt une rupture de l'appareil sous-valvulaire, savoir le cordage, ou là, un prolapsus que je peux corriger, ou là, une dilatation de l'onométral que je peux cerner. Les valvules ou les cuspides sont en bon état. Sous contrôle de l'échographie transœsophagienne en péropératoire pour surveiller l'acte. Alors les plastiques, voilà, c'est ça pour la chirurgie plastique. Alors, pour le remplacement valvulaire, c'est ça le traitement radical. Si je dis remplacement valvulaire, c'est que ce patient-là, je lui ai enlevé sa valve et j'ai mis une prothèse pour faire le travail pour lui. Les prothèses, j'ai deux types. Les prothèses mécaniques et les prothèses biologiques. Alors, la prothèse mécanique, c'est quoi le problème ou c'est quoi l'avantage? Le problème de la prothèse mécanique, c'est qu'il nécessite une anticoagulation à vie. Le patient doit être anticoagulé à vie. Parce que la prothèse mécanique, elle est thrombogène. C'est l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'elle a une durée de vie longue. Il a une longue durée de vie. Et donc, le patient gardera cette prothèse-là pendant longtemps. C'est pour ça qu'elle est préféré de la faire chez les patients d'âge jeune. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas beaucoup de tares qui contre-indiquent la prise d'anticoagulants et parce que la valve a une durée de vie qui est longue, ça va éviter les rechutes pour ce patient-là parce qu'il a une espérance de vie qui est importante. Il a toujours devant lui plusieurs années à vivre. La prothèse biologique, c'est quoi l'avantage? C'est le fait qu'elle ne nécessite pas d'anticoagulation, elle n'est pas thrombogène. Mais c'est quoi l'inconvénient? C'est le fait qu'elle a une petite durée de vie. Elle se détériore rapidement, et il y a des rechutes, et il faut corriger et aller retraiter. Elle est privilégiée chez les patients âgés, supérieurs à 65 ans, 70 ans. Et déjà leur espérance de vie, elle est un peu moindre. Donc même si je mets une valve de faible durée de vie, ça va plus ou moins les suffire. Et c'est surtout parce que les patients souvent ont une contre-indication de l'anticoagulation. Et même les patients jeunes, s'ils ont une contre-indication de l'anticoagulation, quelle que soit cette contre-indication-là, par exemple un AVCH récent, quelque chose de la sorte, on va privilégier la prothèse biologique et la prothèse mécanique. Le traitement percutané, comme les clips et la mise de prothèses par un matériel très très sophistiqué, c'est pour ça qu'elle n'est pas faite très fréquemment parce qu'elle nécessite un plateau technique important. Alors les indications, donc le traitement médical, déjà le régime provençal est toujours indiqué. Il faut traiter les poussées d'insuffisance cardiaque par les diurétiques, les UC qu'on a expliqué tout à l'heure. Il faut traiter les troubles du rythme, il faut traiter les complications de thromboembolie. Et ça, c'est très important parce que l'insuffisance mitrale, c'est une cardiopathie à risque. Et donc, c'est un patient qui risque de développer une endocardite infectieuse, surtout que le traitement duquel ce patient a bénéficié était une prothèse valvulaire. Il faut toujours donner une antibioprophylaxie à ce patient avant de faire un geste invasif qui est susceptible de développer une bactériémie, à savoir lors des soins dentaires par exemple. Après, pour le traitement chirurgical, c'est surtout pour les IM chroniques et importantes qui retentissent sur le cœur. Donc, chez les patients symptomatiques, il faut traiter. Chez les patients symptomatiques avec une dyspnée stade 3 à stade 4, il faut traiter chirurgicalement. Bien sûr, il faut toujours privilégier la conservatrice si possible, mais si on a un remaniement valvulaire important, une valve de très mauvaise qualité et on doit faire le remplacement, on fait le remplacement. Selon les patients, on va faire soit une prothèse mécanique ou la biologique. Pour les patients qui sont asymptomatiques ou là, paucisymptomatiques, tout simplement, on va leur proposer une chirurgie conservatrice si j'ai un retentissement échocardiographique déjà en place. Le patient n'est pas symptomatique, mais il est en train de développer une dysfonction
pas vraiment une dysfonction parce que 60% c'est pas la dysfonction, mais il est en train de baisser sa fraction d'éjection ventriculaire et son VG est dilaté. Avec une dilatation supérieure à 45 mm. Ou bien, si j'ai une dilatation OG importante, ou une ACFA, ou une HTAP, donc pour les patients asymptomatiques, on choisit de les traiter quand notre insuffisance mitrale a beaucoup retenti sur l'appareil cardiaque, même si elle est asymptomatique. Voilà, c'est ça pour l'insuffisance mitrale. J'espère que ça a été clair et que ça vous a facilité un peu les valvulopathie en général et la physiopathologie cardiaque. Et à la prochaine, Inch'Allah.